Make sure you also check out the blog series on the corner on Facebook. Make sure you subscribe, stay tuned. He follows the culture, so make sure you show love back. You already know. Allô, bienvenue à tous sur le Corner en direct de CIBL 101.5 FM. Je suis Karen, a.k.a. 23h15. Je suis accompagnée de mon gars sûr, le MPC Master DJ Mo Cashmo. Bonsoir. On va être avec vous pendant les 2 prochaines heures. On a l'équipe du Corner qui est avec nous. Il y a DJ Ork qui est quelque part. On a Max Couchetard juste à côté. On a Billy qui est en voyage toujours avec End of the Week, on salue. C'est ça, il est toujours à Prague. La semaine prochaine, il devrait être avec nous. Et on va avoir des chroniques de JUD, on va avoir des chroniques de Miss Sophie, donc le jury. Et on a un petit nouveau, Kev AMG. Je ne sais pas si tu me présentes comme ça, là, mais on va s'arranger. Bon, comme je disais, on va avoir des chroniques, deuxième partie d'entrevue, comme d'habitude, des invités. On aura donc un DJ Motorius, on va avoir un combattant, donc un sportif, un combattant de MMA, UFC, Bakary Sako. Et en dernier, on aura Freak Stewart, qui est un mixtape designer, album designer. Ouais. Enfin, on va discuter avec lui en deuxième heure. J'en dis pas plus. On va partir avec le tour de la table. Yeah. Tour de table. Donc voilà, place au tour de table. Dites-moi, vous avez fait quoi cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Ouais. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Là. C'est comme, il y avait notamment sur la fin de semaine ici, il y avait le End of the Week, la finale mondiale qui se passait à Prague, où Billy ainsi que toute l'équipe du End of the Week Montréal sont partis. On sait que Basics est second. Ouais, il arrive en deuxième On a eu place. les résultats. Donc les résultats, c'est Osiris Anthem. Je sais pas comment ça se dit, Anthem, je pense, de USA, qui est le numéro 1. C'est Basics du Québec, qui est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est J-Bag de UK. So, apparemment, c'était un super bel event. Je pense que Billy nous fera un review là-dessus. Mais on devait en parler pour pouvoir donner un shout-out aux Québécois qui sont partis là-bas et qui ont bien représenté pour tout le monde. So, on peut parler de ça. Je pense que cette semaine, il y avait le gala de la disque. Ouais. Il y a eu l'autre gala, puis le gala. Bon, ben, tu sais, il y a beaucoup de choses. On peut pas dire d'encre qui a coulé parce que c'est les gens qui parlent sur les claviers. Mais beaucoup de sujets sont sur beaucoup de plateformes des réseaux sociaux. Je pense, on pourrait en parler de façon positive en disant que le hip-hop sort de la marge à la disque. C'est la façon dont le droit a titré son article aujourd'hui. C'est une nouvelle catégorie, donc c'est très bien. Enfin, il y a une catégorie hip-hop. Après, en fait, elle était déjà là, mais elle est maintenant elle était dans un autre. C'est parce qu'avant, elle était dans le gala qui n'était pas diffusé au départ. Après ça, il était diffusé, mais comme une autre journée. Ouais. C'est ça, donc moi je pense donner un gros shout-out. Moi, c'est une époque où j'étais même pas au Québec puis tout ça, là. Mais il y a 15 ans, en 2002, je pense, les gars du 8-3 ont bomb rush le stage pendant que Guy Lepage présentait le gala de la disque. Oui, je m'en souviens. C'est ça, donc je pense que ça a été comme un gros statement à l'époque. Puis 15 ans plus tard, voilà, cette catégorie existe au gala, donc la reconnaissance est là. Enfin, et je pense que voilà, on peut parler de ça de façon positive. Ouais, 15 ans, c'est quand même énorme là. C'est clair, mais au final, c'est comme il vaut mieux tard que jamais, comme on dit toujours. Là. Oui, de toute façon, genre il y a aussi, comme ça s'appelle, Rhymes qui a eu aussi une reconnaissance. C'était un nouveau truc. C'était le public, le choix du public. Il a gagné comme $5,000 ou quelque chose comme ça. Après, oui, il y a des gens qui ont parlé du fait que À la Claire ait reçu l'album de l'année. Après, bon voilà, comme on a discuté déjà entre nous, ça c'est comment dire, la disque c'est une reconnaissance du business, c'est une reconnaissance de l'industrie. C'est pas controversé. On a eu des choix de récipiendaires pas mal plus controversés. Je pense que c'était le choix qui s'imposait dans une certaine mesure. De toute façon, c'est avec les gens qui étaient sélectionnés selon les nominés, de toute façon, genre. Mais c'était très prévisible. Là. C'était pas, je pense pas que c'était une surprise que c'est eux qui ont gagné. Puis de deux, mais ils sont méritants. Ouais, c'est ça, c'était mérité. Puis je pense que pour une fois, il n'y a pas de controverse à faire avec ça. Mais enfin, malgré ça, il y a beaucoup de controverses. C'est comme. Mais non, parce que de toute façon, il n'y a jamais une fois que ça l'a fait. Tiens, il se passe des choses sur notre machine à like. Il n'y a pas une fois où ça l'a jamais fait. Il y a eu des controverses bien pires que d'autres. Omnicron, qui avait gagné la catégorie hip-hop, ça avait fait jaser. Je faisais partie de ceux qui n'étaient pas vraiment d'accord, dans la mesure où il était
il y avait un pied dans le rap, fine, mais il y avait vraiment un pied dans l'électro. Puis bon, de toute façon, vous l'avez dit, hein, c'est pas, il va tout le temps avoir des... Non, moi, ce qui m'a surtout frappé, parce que moi, c'est pas mal rien que ça qui s'est passé cette semaine. J'ai écouté le gala de la disque. Moi, j'ai pas regardé, j'ai juste vu un petit peu les articles. Moi, je l'ai écouté intégral, sauf le numéro d'ouverture que j'ai manqué, malheureusement, que j'ai cru comprendre c'était la performance dans la classe. Ouais, exact. Je les ai manqués, mais j'ai tout regardé le reste. Puis pour de vrai, j'ai trouvé que c'était moins pire que les autres fois, honnêtement. Là, il y a quand même des galas qui étaient vraiment pas si pire que ça, ils étaient très regardables. Puis les remerciements dans la Claire m'ont vraiment fait sourire. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas banal, en fait. Même si tout le monde savait qu'ils allaient gagner, ils ont gagné de la bonne façon, ils l'ont dédié. En fait, c'était drôle, hein, il y avait tous leurs petits personnages. Maybe Watson qui lui... le dédiait, mettons, à la scène hip-hop québécoise, un autre à ses enfants, l'autre qui fait le beau, hein, il parle pas, puis ainsi de suite. En tout cas, c'était bien drôle, j'ai trouvé que c'était digne de mention. Ben c'est hot, ouais, moi je trouve que c'est comme un peu à l'image de l'équipe, tu sais, je pense que là-dedans il y a plusieurs gars qui sont papas, qui mènent des vies de famille en même temps que leur vie de musique, puis leur vie normale, je veux dire. Non, mais c'était créatif, puis, c'est bon. Tu sais, pour de vrai, je pense que, mettons, je me mets à la place d'un baby boomer qui les connaît pas. Bon, évidemment, il va pas, mais tu sais, ils ont pas eu l'air fous, tu comprends? Je veux dire, j'étais fier, comme, parce que c'est une vitrine, là, gagner le prix hip-hop sur le grand gala, tout le Québec te regarde. Tu sais, je trouve qu'ils nous ont fait... Même ça, c'est une avancée pour le hip-hop, même s'il y avait déjà une catégorie dans l'autre gala. Il y en a une dans le gala maintenant qui est diffusée. Mais je veux dire, le remerciement, c'est crucial. Puis souvent, après un gala de la disque, on entendait beaucoup parler des remerciements. Un tel a dit ça, un tel... Tu sais, eux, ils ont été clean. En même temps, ils n'ont pas été aseptisés. Tu comprends? Je trouve qu'ils ont été parfaits. Ça, mais il y a beaucoup de choses positives sorties de ce gala-là. Moi, je trouve que, tu sais, même, je sais pas, Safia Nolin qui dit qu'elle va bien, qu'elle est bien dans sa peau. Que, tu sais, c'est comme, je trouvais qu'il y a des belles choses de voir. Non, c'était un parce bon que, gala. mettons, je trouve l'année dernière, tu sais, tout le monde a entendu cette polémique qu'il y a eu après le gala sur comment Safia était habillée, puis puis ça, c'est comme yo, arrêtez ça. Mais quand les gens veulent polémiquer, ils trouvent toujours quelque chose. C'est ça, il y a toujours de quoi à dire. Moi, je trouvais que c'était cool que Safia vienne cette année-ci, comme dire qu'elle était bien dans sa peau, puis qu'elle se sentait bien. Puis moi, j'ai vu des choses positives comme ça. Le hip-hop qui a été bien représenté. Donc, le prochain gala à surveiller maintenant, ça va être le gala Gamic, qui est le gala qui a tout le temps été un peu underground, en guillemets, qui est un gala qui a fait beaucoup de place à la Claire dans les dernières années. Donc, on a bien hâte de suivre le gala Gamic, qui est au mois de novembre. OK, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Une actualité qui s'est passée cette semaine? Non? On a tout dit. On a tout dit. OK, dans ce cas, on va s'en aller en musique. On va partir avec Shine feat. Barrington Levy pour Bad Boys. C'est un son que j'aime beaucoup, donc posez-vous et puis on y va. Et donc on vient d'entendre le morceau de Shine et Barrington Levy, Bad Boys. Je sais pas si vous avez reconnu, mais il y a comme un gros sample dans ce morceau-là, un morceau de Grace Jones, Night Clubbing. C'est ça. Quelqu'un l'avait spoté Je sais pas. Vous l'aviez spoté quelqu'un? Non, ils sont tous genre non. Non du tout. C'est comme un gros classique. Ok, en tout cas c'est un gros son. Là on va partir avec la prochaine chronique. Et puis... Ok, donc là c'est place à la chronique. Je vais vous présenter un petit peu le prochain chroniqueur. Donc c'est un des meilleurs DJ house de la ville. Merci beaucoup. Il est animateur aussi de l'émission Baos Radio sur Choc FM. Il était là avec nous lors de la dernière émission. Donc je vous demande d'accueillir J.U.D. Yeah. Salut. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Bon. Déjà, la grande respiration, c'est bon. Hein, ça. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi. C'est la première de Love and Hip Hop New York. Ah oui, c'est vrai. Fait que je suis super excité. Le trailer avait l'air malade. Parce que Safari a genre déménagé enfin. Il est plus dans le bomb-ass Love and Hip Hop Hollywood. Ouais, il est back à New York. Puis en fin de semaine, en plus, on a eu une très grosse fin de semaine pour une rappeuse de New York. De Love and Hip Hop. De Love and Hip Hop. Qui s'appelle Cardi B. Il y a le single avec son chum. Il y a le single avec son chum, Motorsport. Sorry Nikki, mais she bodied you to me. C'est facile. She bodied you. C'était pas difficile, je trouve. You got engaged. Shout out. Ouais, c'est vrai, la grosse demande. J'ai vu sa réaction, elle bougeait ses cheveux, sa perruque était tellement bien attachée. J'étais genre, waouh. Shout out. Fac, je sais que demain c'est Halloween et pas la Saint-Valentin, mais je vais vous dire pourquoi dans votre vie
vous avez besoin d'une Cardi B as a girlfriend. Ok, pour ceux qui connaissent pas, la Cardi B est quand même c'est une ancienne stripteaseuse, donc elle a pas vraiment l'image d'une femme qui est toute lisse. C'est une ancienne stripteaseuse qui est devenue rappeuse, qui a fait une télé-réalité aux États-Unis, puis elle a fait le hit. Donc si vous sortez en club, c'est impossible que vous ayez raté. Bodak Yellow. Et justement, elle est loin d'avoir sa langue dans sa poche. C'est ça, elle a pas sa langue dans sa poche. Et puis elle vient de l'autre chanteur, un des rappeurs de Migos. Offset, il vient justement de la demander en mariage. Donc voilà, je te laisse finir juste pour ceux qui connaissent pas. Arrête-toi. Mais ouais, c'est fou. Après, une des premières. Cardi B, c'est un peu la Nicole Scherzinger de 2017. Hein. Ouais, c'est la nouvelle version un peu plus ratchet, assumée. Un peu plus ratchet quand même. Et assumée surtout. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Bon, première raison pourquoi il te faut une Cardi B, c'est qu'elle va sûrement être fine as fuck. Ok. Genre, je sais qu'elle est sûrement refaite. Ben, qu'elle est refaite de partout. Mm-hmm. Mais qui est contre les body les améliorations de son corps dans la vie? Il n'y a personne ici. On est tous féministes aussi, là. Une femme peut faire ce qu'elle veut dans la vie. True. Fait qu'elle soit belle ou naturelle ou refaite, ta Cardi B va être fine. Puis, elle est sûrement genre une freak au lit, pas comme Beyoncé. Fait que t'as besoin d'une Cardi B dans ta vie parce qu'elle va être cute. Donc, physiquement et aussi au lit. C'est ça. Ok, 2 points. 2 ou 3e point. She will hold you down. Ouais. Comme la copine à Gucci Mane et Papoose. Charlotte à Papoose. Ils vont t'attendre quand t'es allé en prison pour genre 5 à 10 ans. Ok. Puis tu vas ressortir plus riche que t'es rentré. Je suis obligée de parler aux jeunes femmes. Ne croyez pas que l'objectif d'une vie, c'est d'être une ride or die. Si ton mec tombe en prison et qu'il prend 5 ans, t'es pas obligé d'attendre pour lui. T'inquiète pas. Exactement. Mais si tu le fais, moi, je dois être reconnaissant as fuck. Surtout Keisha, elle a genre flip l'argent à Gucci tellement que genre... Il avait donné genre, je crois, 2 ou 3 millions, elle en a fait 6 millions. Exactement. Ouais, elle a flip ça. Mais il faut juste souligner que l'ex à Cardi B était en prison et qu'elle a laissé pour Offset. Ouais, mais le gars... Non, mais elle l'a laissé parce que le gars la supportait pas dans ses rêves. Puis il l'a sûrement trompé en prison. Et puis de toute façon, avant qu'il tombe en prison, ça faisait genre 2 mois qu'ils étaient ensemble. Donc c'était pas... Ça compte pas vraiment. Puis si on prend l'exemple à Papoose, Papoose qui a quasiment élevé les enfants genre à Rémi pendant qu'elle était en dedans. Et d'ailleurs, elle était dedans pendant 8 ans, je crois, 8 ou 7 ans. Ouais. Fait que t'as besoin d'une Cardi B ou d'un Papoose dans pour ta vie, demoiselle dans ta vie qui va te hold down. Prends-toi quelqu'un de loyal. Quoi d'autre que j'avais écrit là, excusez-moi. Donc je vais juste résumer. Donc tu nous as dit il faut prendre une Cardi B parce qu'elle est fine, donc elle va être fraîche. Ouais. Elle va être bonne au lit, elle va être loyale. Elle a pas la langue dans sa poche, fait que tu sais à quoi t'attendre. Okay. Elle va peut-être borderline crazy, mais tu sais genre juste le fait qu'elle ride or die, puis que genre tu dois accepter. Tu dois l'accepter comme elle est. Genre c'est sûr que y a pas une relation parfaite, mais les relations à la genre Kim K puis Kanye West comme policier, c'est plus à la mode. Si on a des exemples comme Offset, Cardi B, Keisha et Gucci, Papoose et Remy, puis j'en passe d'autres, là. C'est sûr que je les connais pas tous. Mais c'est vrai qu'ils font plus vrai, au moins, ces couples-là. Parce que quand t'as des couples comme Beyoncé et Jay-Z qui ont l'air parfaits tout le temps, il y a rien qui sort, rien qui dépasse. C'est vrai que c'est un peu rafraîchissant de voir des couples qui ont des dysfonctionnements quand même, genre, tu te sens un peu plus normal. C'est plus entertaining. C'est ça. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'on veut ça comme blonde? Non. Moi, je suis sûr que oui. Moi, j'ai besoin d'un peu d'action. Est-ce que tu veux ça comme blonde? C'est une question. Est-ce que tu veux ça comme mère de tes enfants? Moi, je suis la première à dire, un gars tombe en prison, je vais pas être une ride or die. Non, mais ride or die, peut-être pas genre pour le gars qui va en prison, mais toi, personnellement, si t'as des projets, t'as besoin d'une fille qui va te supporter as much as her. Ok, donc pour résumer ton point en juste une petite phrase, tu nous dirais quoi? Donc il te faut une Cardi B parce que c'est ça le goal. C'est ça le futur. Ok, Cardi B is the future. Ok, et dis-nous, comment on fait si on veut rentrer en contact avec toi? Sur Tinder présentement. Okay. sur Instagram, @JUDexpérience, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram. C'est mon show de radio Baus aussi sur choc.ca. Ok, parfait. Bon, bah merci, c'était la chronique de JUD. On va maintenant partir avec l'artiste du mois. Donc on va y aller sur l'artiste du mois qui est Obia le chef.
Donc Obia le chef qu'on a eu la chance de recevoir la semaine dernière dans le cabaret en compagnie de Penelope McQuaid. Puis, et de Reptile Rampant. Et de Reptile Rampant qui nous a fait un freestyle. Et donc c'est ça, Obia est venu nous parler de son projet Paranoia Volume 1. Il est venu nous faire des grosses performances ici. Il est venu nous parler de son expérience à la scène aussi, au théâtre. C'était vraiment aussi nice. Les batailles de mots, je pense. C'est ça, c'est batailles de mots, ça s'appelle? Combat de mots? Combat de mots, c'est ça, je suis pas certain. Joute verbale. C'est ça le truc à la radio, là? Et donc, gros shout-out à Obia. Aujourd'hui, on va écouter le son Cop. Puis, vous retrouvez ce son-là sur la mixtape Paranoia Volume 1, disponible sur Bandcamp. Donc, vous pouvez chercher Bandcamp, Obia le chef. Allez, comme ça. Puis, voilà, on y va pour le morceau Cop. Machine de trap, négro, la cam est dans les bacs. Paranoïaque, c'est loco, même la bobo fait des actes. Boss dur pour une paye, surveille nos arrières. T'as vu ce qui est arrivé à Ducarmé à arrière. Les mecs qui saignent comme nous. Babylone, si tu les renseignes, fuck you. C'est simple comme tout, commencer de rien. J'avais pas une scène dans le trou. Je reconnais les proches qui étaient près de moi. J'avais rien dans les poches, chaque fait de moi. Tiens la torche avec les mêmes watts. C'est pas toutes les ampoules qui ont les mêmes watts. Différence entre là c'est les deux de pique. T'auras un œil ouvert, je suis patché comme le slick. Rick mon chien, garde le papier dans le clic. Ricochet, sans relax et prends le fric. Where the cop, where the cop. Where the cop, where the cop. Where the cop, where the cop. Juste une question, où est-ce qu'il est le cop? Where the cop, where the cop. Purel, tue tous ces microbes. Where the cop, where the cop. Juste une question, où est-ce qu'il est le cop? Rap Van Gogh, ça parle de moi dans le blog. Merci. Je suis pas dans le club. En général, je prends le cop. Argent sobre, à l'époque dans le noir sans blog. Contribuable en vogue. Pas de taf sans solde. Coup de main aux êtres chers dans le trou. Keufs sont chauds sans frontières dans le hood. Un négro peut même pas faire quelques gouttes. Agent d'autres ressemble à Blair Underwood. Sa vie sous filature. Y'a que le bif qui rassure. Le bif croque dans la pomme, rempli de cyanure. Le docteur poisonne, qui fournit la cure. Faut que la dynamite soit pure. Farceur, mais le fric il est mature. Chaleur, villégiature, c'est la jungle. Et voilà, vous êtes toujours sur le corner en direct de CIBL 101.5 FM. Vous venez d'écouter Obia le chef avec Cobb, c'était notre artiste du mois. Là, c'est le dernier lundi du mois, donc on va plus. Ça va plus être trop d'artistes, on va passer à un autre artiste. Bon, on va continuer à en jouer pareil. Exactement, on va pas le bouder. Et donc voilà, comme je vous disais, on vient d'écouter Obia le chef. Là, on va partir en chronique. Donc, je vais juste vous présenter notre chroniqueur. Vous savez quoi, je vous laisse partir en chronique et puis ensuite je vais te le présenter. Et voilà, je vous invite à découvrir donc Kevin AMG. Je sais pas si cette description te va. Tu veux te présenter comment? Rapidement. Bonsoir à tous. Kevin AMG, ça me convient parfaitement. On va rester dans l'ombre. Okay. On va pas trop donner son nom comme ça sur les internets. Ok. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Kevin? Alors aujourd'hui, plutôt que de faire une chronique, en réalité, c'est plutôt une réaction, un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de la disque notamment. Ouais. Et il y a une question que je me suis toujours posée ici sur le Québec, c'était quels sont les instruments de mesure du succès d'un rappeur québécois? Parce qu'au final, là, il y a eu quelques artistes qui ont été récompensés à la disque dernièrement, la semaine dernière. Mais j'entends pas parler ici, par exemple, de disque d'or, de single d'or. C'est parce qu'il n'y a plus de disques qui se vendent. C'est ça, pourtant. Indépendamment du rap, là, tu sais. Ouais, hein. Parce que je crois que la première fois, je crois qu'un rappeur québécois qui a gagné un disque d'or, c'était Loco Locas en 2005, je crois, il me semble. Et depuis, mais je pense même que c'était un DVD. Ah, c'était un DVD? Mais je suis pas sûr, mais ouais, je pense. Il me semble que c'était un disque d'or. Domatic, en 97, avait vendu 100 000 albums. Ça, c'était un disque diamant, je pense. 97, hein? Ouais, mais c'est ça, c'est une autre époque. Là, on parle de v'là 20 ans. Là. Fait qu'aujourd'hui, écoute, je me souviens, dans ce temps-là, 20 000, c'était pas assez. Là, c'était, le label, il te renouvelait pas pour un deuxième album. Hein? Mais c'est vrai que c'est particulier, hein, genre... C'est vrai, comment on mesure ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui s'exportent très bien. Mais ici, ouais, Ben, moi, si je tente une réponse à ta question, là, je te dirais par rayonnement médiatique. D'accord, OK. Donc, admettons un artiste, indépendamment de si un album à vendre, s'il les a vendus ou si même
il y a des views sur Internet. Si tu en entends parler dans les radios, dans les télévisions, dans les magazines, dans les journaux et Internet, mais Internet, c'est comme pas assez, tu sais, je veux dire, tout le monde est capable. Sauf que si tu es capable vraiment d'avoir un rayonnement médiatique soutenu, parce que n'importe qui sort quelque chose pendant 2 semaines, c'est lui la star. Mais tu sais, tu comprends? Si d'après moi, un artiste ou un groupe qui est capable d'avoir un rayonnement à long terme dans le milieu médiatique, là, on peut commencer, selon moi, à mesurer son niveau de succès. Puis c'est encore très, très... C'est pas une valeur sûre, mais c'est un indicatif. Est-ce qu'on peut dire que plutôt que les ventes, c'est plutôt la qualité des scènes que les artistes arrivent à avoir ici qui sont un bon indicateur de leur santé? Bien, les ventes, vu qu'ils descendent quasiment de 30% par année, tu peux même pas te fier à l'année d'avant pour savoir si tu es dans une bonne année. Donc, malheureusement, les ventes... J'avoue, je pense que je pencherais pour les scènes. Moi, je pense que les scènes, le nombre de plays sur les vidéos, mettons, la qualité des vidéos aussi. Tu vois, un gars qui est en place, s'il a des belles vidéos, si ses vidéos sont comme un peu so-so. Mais belles vidéos ne veut pas dire nécessairement... Non, c'est certain. Mais c'est quand même un gage. Mettons, quelqu'un qui n'a pas de son de qualité peut avoir des belles vidéos, mais quelqu'un qui a un vrai bon son qui fonctionne dans l'industrie, il va pas sortir des vidéos poches, par exemple. Encore là, je pense que... Encore là, même... J'ai vu il y a des artistes qui, une fois qu'ils ont leurs gros vidéos subventionnées, ils se permettent de sortir des vidéos vraiment avec moins de factures visuelles, puis même encore, c'est plus comme avant, là, des vidéos whack, on n'en voit plus, là, tout le monde a accès à des bonnes caméras, mais des vidéos même de avec moindre... un iPhone, tu peux shooter avec quelque chose. C'est ça, on voit quand même des niveaux... Mais t'allais dire quelque chose, Jude? Non, mais peut-être au Québec, c'est comme ça, mais admettons, on prend l'exemple des États-Unis, les petits rappers de SoundCloud qui font genre des 3 millions de views avec des vidéos shootées avec l'iPhone. C'est ça, ben ouais. Du vidéo. Mais j'avoue, comment on fait pour mesurer le succès d'un artiste maintenant? Comment on fait? En tout cas, ici au Québec, parce que c'est vrai que dans d'autres, même si les albums se vendent moins ou quoi, si tu fais le comparatif avec la France, et quand toi et moi on a déjà un peu parlé de ça, avec la France, genre après c'est pas le même marché, je sais, mais... Parce que là-bas en France, je sais pas s'il y a encore ça, mais il y avait des magazines sur le rap français. Ouais. Déjà ça disparaît beaucoup aussi. Mais il doit avoir l'équivalent, mettons. Mais tu sais, ici, notre équivalent, on va dire, c'est HHQC. Mais HHQC sont quand même gentils, ils supportent pas mal tout le monde, donc c'est peut-être pas suffisamment. Mais regarde ici, à CIBL, on en joue 20% de la mettons pas sur le corner, mais je te parle CIBL en temps normal, ils jouent 20% de hip-hop. Ben c'est sûr que les groupes qui jouent ou qui jouent les groupes qui jouent à CIBL, ben c'est pas un gage de succès, mais déjà là ça te donne une idée qu'ils sont rendus à ce niveau-là. Là après ça tu as les radios commerciales. C'est pour ça que je pense que le rayonnement médiatique ça ment pas. T'sais, c'est pas comme tu peux acheter des views, mais tu peux pas acheter de la visibilité médiatique. Tu peux pas acheter la visibilité médiatique, mais c'est certain qu'il y a quand même le fait de, si tu as une équipe derrière qui ont des contacts, si tu as un attaché de presse, tu sais, c'est comme à l'heure d'aujourd'hui, c'est une équipe. Ça aussi, ça compterait, tu sais, dans le sens que... C'est aussi une gage de succès d'avoir une équipe qui travaille pour toi, pour t'aider. Ça compte dans l'équation. Si tu étais capable de résumer en quelques mots le point que tu voulais... Est-ce que tu as trouvé comment on pourrait... Si tu veux, c'est plutôt que de trouver une solution, si tu veux, genre plus je me pose la question, plus d'autres questions viennent encore. Parce que par exemple aujourd'hui, les radios ne sont plus aussi importantes qu'il y a même ne serait-ce que 3 ans ou 4 ans. Et aujourd'hui, si tu veux, genre le vrai gatekeeper, si tu veux, c'est les plateformes de streaming. C'est un peu les discussions qu'on a finalement dans les cercles de... Ouais, d'où que maintenant, justement, on avait parlé il y a 2-3 émissions, je pense. Le fait que maintenant on va compter les streamings dans justement les ventes d'albums, etc. Tu vois vraiment la place que ça prend. Les plays YouTube seront comptabilisés comme ventes d'albums. Mais ils vont te compter moins qu'un play Spotify. Parce que l'artiste, comme le label, paye tellement d'argent pour que la tune ait un bon placement sur Spotify, les plateformes payantes, que c'est quasiment pas juste que, mettons, des 3000 plays soient aussi comptabilisés comme un 3000 plays payant. Parce que t'as pas... Je veux dire, comme YouTube, c'est gratuit, fait que c'est plus facile d'avoir d'aller écouter sur YouTube. C'est-à-dire que, en 2 mots, la question vraiment genre qui me vient aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour les jeunes, on va dire les 17-35 ans, le hip-hop, en particulier le rap, est devenu, dans la plupart des pays, le premier genre consommé. Et c'est cette même démographie qui drive les plateformes de streaming. Donc je me demande comment est-ce que ça se fait qu'on ne constate pas encore ça, par exemple, ici, alors que ici c'est encore plutôt de la musique un peu de bonne famille qui passe.
qui est consommé, quoi. Tu parles dans les radios. Ouais. Mais ici, au Québec, un phénomène très particulier. Les baby boomers sont les tenants du pouvoir, puis ils sont encore là. Hein, donc, eux, ils font à leur façon, avec leur goût. Puis, c'est discutable, sauf que c'est encore une réalité ici au Québec. Je sens qu'ailleurs sur la planète, il y a eu des vents de changement, mais ici, qu'est-ce que tu veux, c'est une réalité. De toute façon, on a vu comment c'est parti, on pourra en parler longtemps. Comme tu as dit, ça va juste nous soulever d'autres questions encore. C'est ça. Si les gens qui nous suivent, si vous voulez commenter sur Internet, n'hésitez pas à répondre au point qu'il a soulevé. Vite, comment on fait pour te contacter si on reste en contact avec toi? Alors, c'est sur Instagram, c'est Young Berigardi, c'est YUNGBERRYGORDY. Ok, merci beaucoup pour ta chronique. Et puis maintenant, on va s'en aller avec une page de pub. Oh yeah. Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah. Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 101.5 FM sur le Corner. Je suis votre animatrice Karen et qui est 23h15. Je suis avec mon gars DJ Mo Cashmo. Donc voilà, comme je vous dis, vous êtes sur le Corner en direct. On va commencer notre prochaine chronique. Donc on avait déjà parlé avec elle la dernière fois. Elle nous amène un petit vent de fraîcheur, un petit vent de justice. Elle va nous permettre d'être des juges aujourd'hui. Faites un petit peu de bruit pour Sophie avec la chronique Le Jury. Yeah. Bonsoir, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, c'est ma deuxième expérience avec vous, j'adore ça. On adore ça, merci d'être revenu. Oui, donc aujourd'hui à la chronique Le Jury, j'ai quelque chose de très croustillant pour vous. Surtout pour la saison qui s'en vient très rapidement dans le froid, l'hiver, la neige, les frissons. Il s'agit du phénomène de la cuffing season, a.k.a. en français, la saison du menottage, bien qu'il n'y ait pas de menottes impliquées en tant que telle. Ouais, il peut. C'est pas obligatoire. Si vous voulez, c'est ça. Mais l'expression veut dire, la définition, c'est un phénomène qui commence au début de l'automne, la période de l'année durant laquelle les personnes célibataires veulent se trouver un partenaire et se caser afin de pouvoir passer les durs mois de l'hiver enfermés au chaud avec quelqu'un ou quelqu'une. Donc, c'est pour sauver du chauffage. Ouais, c'est pour sauver du chauffage. Smart. T'as tout compris. Ils vont habituellement faire des activités qui soient à l'intérieur, pour ne pas dire dans la chambre à coucher. Donc, il y a plusieurs étapes. Je vais les dire rapidement. Ce qui gagne en chauffage, il paye en Netflix. Exactement, Netflix and chill. Alors, du 1er au 31 août, c'est la période du scouting, prospection. Du 1er au 30 septembre, c'est la période de drafting ou échange, quand t'es pas sûr d'avoir choisi la bonne. Du 1er au 31 octobre, c'est la période des tryouts, donc les qualifications. Ça, c'est en ce moment, là. Ouais. Là, c'est la fin, là. C'est la dernière journée. J'ai tout manqué. C'est la dernière journée des tryouts, exactement. Du 1er au 30 novembre, c'est la saison des préqualifications. T'es pas encore exclu. Du 1er décembre au 15 janvier, c'est la cuffing season. Donc ça, c'est la période la plus chaude. Là, c'est plus le temps de changer. Là. Ouais, là, t'es stock. Là, t'es déjà T'es avec ta joueuse ou ton joueur. T'es déjà rendu à saison 3 de ta série. Exactement. Après ça, du 16 au 13 février, c'est les playoffs. Donc les saisons éliminatoires. C'est là que tu commences à te débarrasser des mauvais joueurs ou des bons joueurs. You know. Le 14 février, c'est le championnat. C'est la finale. Donc c'est la fin de la saison de menottage. La Coupe Stanley. Si tu passes le 14, t'es bon pour l'année. C'est le Game 6. Si tu passes le 14, t'es bon pour l'année, mais habituellement, le 14, c'est la dernière journée pour te séparer, vu que c'est la Saint-Valentin. Donc, tu peux acheter un cadeau pour elle. C'est la dernière occasion de pouvoir jeter quelqu'un si t'as pas le goût. Exactement. Un cadeau de Noël, ça va, c'est pas trop pire. Tu sais, un sac Louis Vuitton, c'est pas pire, mais à la Saint-Valentin, c'est un peu plus cher. Il y a que ça. Donc, j'ai, comme d'habitude, ou comme une fois, on a eu une habitude seulement. Donc, vous allez choisir si c'est coupable ou non coupable. Je vais vous donner 2 cas et vous allez me dire si c'est coupable ou non coupable. Donc, la première personne s'appelle Hawa. Hawa a rencontré un gars qui s'appelle Jean-Pierre au mois de septembre. Les mois passent et les messages textes deviennent des appels. Rendu en octobre, JP et Hawa se parlent au téléphone sur une base régulière. En novembre, c'est officiel. Hawa et JP sont ensemble, entre guillemets. Pourtant, 3 mois plus tard, en février, juste avant la Saint-Valentin, JP casse avec Hawa et décide d'aller s'installer à Ottawa pendant l'été. Le deuxième cas, c'est Jessica, qui rencontre Eric au festival de jazz en juin. Ça clique entre eux, ils échangent leurs numéros, ils se parlent un peu, puis quelques temps plus tard, ils cassent. Ou ils arrêtent de se parler, plutôt, ils étaient même ensemble.
Après ça, on revient avec le même contexte. Donc, ils commencent à se texter, ils commencent à se parler, ils commencent à être ensemble. En novembre, ils sont ensemble. En février, quelques jours avant la Saint-Valentin encore, ils se séparent. Et Eric s'en va vivre à Toronto pour le reste de l'été. Alors, qui est coupable d'avoir usé du cuffing season pour avoir ce qu'il veut? Bah, le premier. Pas le premier? Le premier. Le premier? Ouais, le premier, parce qu'il a géré, et puis dès que la Saint-Valentin est arrivée, il a fait doses. Comme t'as dit. Oh, ben non. Moi j'aurais pensé quelque chose d'autre. Comme j'ai mis un piège, là. Genre, j'ai mis un cuffing season, puis j'ai mis un honnête. Mais toi, tu dis le premier? Ouais, je trouve que le premier, c'est celui qui... OK. Aucune idée, toi? Ouais, c'est tough à dire, là, je sais pas. Ça me semble, dans la deuxième histoire, ils ont l'air de comme s'être essayés vers le mois de juin, puis de se réessayer. Ah, c'est peut-être parce qu'ils étaient comme un peu genre, aïe, on n'a rien trouvé d'autre, bon, on va retourner sur ce plan-là. Exactement. C'est un peu la loose. Mais peut-être qu'ils se sont juste rendus compte en essayant d'autres affaires que, en fait, ce qui leur plaisait, c'était ça. Ouais. Sauf que si en février, Jean-Pierre se barre, puis, non, c'est comment le deuxième? Eric. Sauf si Eric se barre, peut-être qu'il va appeler Awa, rendu là. Et Kevin, t'as quelque chose à dire sur le sujet avant qu'on conclue? Oui, je me dis pourquoi dans les deux cas est-ce qu'elle ne l'a pas suivi? Parce que la personne a rompu, donc tu peux pas forcer les gens à être en relation avec toi, you know? D'accord. Mais est-ce que la personne a rompu pour aller s'installer dans une autre ville? Non, elle a rompu parce qu'elle voulait mettre un terme à la relation, puis le déménagement, c'est après. Ok, donc Sophie, avant qu'on parte en chanson, si tu veux... Bah, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter pour qu'on conclue? Non, rien à rajouter. Bah, moi, je vote pour le premier. Moi, je trouve que c'est le premier qui est... coupable. Donc pour Dieu, tout le monde est coupable. Si le gars il avait prémédité ça dans sa tête. On va dire en ces temps qui courent, tant que tout le monde est d'accord, tant que tout le monde a dit oui, c'est chill. Là. En tout cas, moi je trouve le premier c'est un fuckboy. Il voulait juste pas lui, pas lui offrir un cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Il a déménagé à Ottawa. Ouais. En plus à Ottawa en été. Ça fait cher là, si tu veux juste te séparer. Je vais déménager à Ottawa. Peut-être qu'il allait vraiment. Il a dit ça, mais il habite à Rosemont maintenant. Vite, sur la rue Ottawa. Vite, Sophie, vite, si on veut rentrer en contact avec toi, on fait comment? Ah, ben comme la dernière fois, on rentre pas en contact avec moi, on rentre en contact en direct sur le corner, sur la page Facebook et sur le site de CIBL 101.5. Ok, donc là maintenant on va partir en musique avec un de tes confrères belges là. Ouais, on va y aller en musique avec Damso dans le TX. Et donc on vient d'écouter Damso avec le morceau Je suis dans le TX. Damso qui est un artiste belge qui est signé sur 9-2i, le label de Booba. C'est ça, gros artiste qui fait des grosses choses en ce moment. Ouais, j'aime beaucoup Damso, là, ton confrère de Belgique aussi. Les Belges sont chauds en ce moment. Les Belges sont partout. Là, on va partir avec la question du jour. La question du jour. Et voilà, on est de retour pour la question du jour. J'espère que je vais être assez claire pour vous. Donc notre question du jour est assez philosophique, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi débattre. En gros, on se demandait si est-ce qu'on est encore vraiment responsable de nos choix ou est-ce qu'on est vraiment les choses, par exemple, qu'on aime, par exemple une sorte de musique ou quoi, est-ce que on finit par l'aimer parce qu'on est influencé par les médias qui font que nous balancer ce genre de chansons ou ce genre de films et au final ça devient nos goûts ou est-ce que ce sont nos goûts qui influencent ce qui se passe sur les médias? Bonne question. Très bonne question. Moi, je dirais, je vais parler pour moi, là, ça dépend à quelle phase de ma vie. Ouais. Plus jeune, plus influençable. Aussi à une autre époque où il y avait moins de comment je pourrais dire, il y avait pas Internet. Ouais. Donc, tu étais limité à ce que la télé, la radio ou les amis, qui étaient la source la plus précieuse pour découvrir de la musique. Puis aujourd'hui, avec Internet, évidemment, on n'est plus limité à seulement ça. Mais je trouve que malgré tout, les amis, ça reste encore... Si un ami à qui j'ai confiance en son jugement, il dit « Hey, écoute ça, toi, tu vas vraiment aimer ça. » ça va valoir plus cher que n'importe quelle publicité ou n'importe quelle influence extérieure des médias. Cela dit, même en étant conscient que les médias nous brainwash, c'est pas suffisant pour combattre. Puis même si je pense dans notre subconscient, même sans s'en rendre compte... d'entendre une chanson 100 fois dans une semaine, même si tu l'aimes plus, tu la connais pareil. Mais quand t'es rendu que tu la connais, t'es rendu proche de l'aimer. C'est clair. Même si tu l'haïs,
t'aimes l'haïr. Franchement, je suis d'accord avec toi. Je reviens avec ça au niveau de avant, même pour avoir de la musique. Par exemple, on avait tous un ami qui c'était lui qui gravait les chansons, qui avait tout le temps les dernières. Un DJ. C'est ça. Ouais, souvent qui était DJ. Et c'est vrai que à la limite c'était notre cercle ou ouais, est-ce qu'on écoute à la maison ou quoi. Mais c'est vrai qu'avec Internet. Ouais. Avec Internet, on a un peu plus le choix. Moi, par exemple, il y a plein de séries, plein de nouveaux morceaux, plein de nouveaux artistes qui sortent. Je vais pas forcément les écouter parce que maintenant j'ai Internet et je choisis qu'est-ce que je vais écouter. Disons que moi je pense que aujourd'hui c'est un peu les deux. C'est un peu qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule, dans le sens où à cause de la manière dont Internet a vraiment genre révolutionné la manière dont on consomme toutes les brands, que ce soit par exemple Netflix, prenons Netflix par exemple, là, je sais pas si on peut citer les noms là, etc. Mais ouais, je pense. Allons-y, en tout cas. T'es bien parti. Ok, c'est chill. Mais prenons par exemple ça, c'est-à-dire que quand par exemple tu finis de regarder une émission, tu sais, tu peux rate l'émission. Quand tu es par exemple sur Facebook, tu sais, à cause de la manière dont tu navigues, Facebook au final genre te propose des ads qui sont en rapport avec tes goûts. Ouais, c'est fou. Donc ça. les mecs en fait ils emmagasinent tellement en fait d'informations qu'ils sont capables de te proposer en fait des shows qui se rapprochent le plus proche de ce qu'ils anticipent que sont tes goûts. Ouais. Donc au final, qui influence l'autre? Est-ce que c'est mes goûts qui influencent la production du contenu qu'ils vont faire? Ou est-ce que, maintenant qu'ils savent quels sont mes goûts, ils créent des contenus qu'ils pensent vont me plaire? Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Je pense ajouter à ça qu'il y a plusieurs sortes de consommateurs. Comme toi aussi, Félix, c'est un peu ton point que tu disais. Tu sais, comme plus jeune, peut-être on est plus influencé. Puis mettons plus jeune, peut-être que l'ads que tu vas recevoir sur Facebook, tu vas la cliquer pour voir ce que c'est le son qu'il te propose. Puis après, il te propose, puis tu te rends compte de hey, il cible vraiment mes besoins ou tu sais ce que j'ai Google, c'est ça qu'il m'envoie là. C'est dur même de faire une surprise à quelqu'un là. Tu vas aller réserver un hôtel, tu vas après aller sur ton Facebook, puis tu as des publicités pour le Airbnb dans le Bronx ou dans Harlem ou tu sais. Mais ils avaient fait un truc, Facebook avait fait une étude où ils avaient ils contrôlaient le feed, donc le fil d'actualité de certaines personnes, et en fait ils montraient que des choses par exemple tristes, négatives, etc. Et en fait c'était une étude qu'ils ont fait là, et ces gens-là devenaient justement dépressifs parce que tout ce qu'ils voyaient sur leur feed, c'était des choses qui étaient négatives et mauvaises. Et c'est vraiment l'influence de... L'importance de ton cercle, tu sais, d'avoir comme des bons contacts, de choisir qui tu as sur tes réseaux sociaux, puis de qui tu vas choisir de regarder. Vous avez des choses vite à ajouter sur le sujet? Moi, je pensais que c'était plus l'inverse. Je trouve que l'option de rate une vidéo ou de like quelque chose sur Facebook, c'est plus une illusion que d'autres choses. Quand je like sur Netflix ou sur YouTube ou sur peu importe, je vais quand même être bombardée de quelque chose que j'ai pas nécessairement voulu regarder. Je vais quand même savoir les paroles de chansons populaires de Taylor Swift, alors que j'ai jamais Google ou cliqué sur aucun lien de Taylor Swift, mais je vais savoir les paroles de ces chansons. On est bombardé. Donc, je trouve que c'est hors de notre contrôle. En cliquant j'aime ou en faisant un rate, c'est que tu nourris la bête qui est l'algorithme d'intelligence artificielle qui, elle, on aura beau la critiquer, tu sais, tout le monde, ça est déjà arrivé, on écoute quelque chose sur YouTube, puis il y a quelque chose d'autre qui enchaîne. Des fois, on le ferme parce que c'est pas ça, mais bien souvent, on reste, puis on l'écoute, tu sais. Donc, faut pas sous-estimer le pouvoir des algorithmes, puis on est vraiment juste au début. Dans les années qui vont venir, ça va être de plus en... On va être bombardé d'informations ciblées à notre insu, parce que, évidemment, quand tu chantes ta chanson préférée, Facebook, il ne sait pas, mais quelque part, à un moment donné, ça finit tout par se savoir. OK, de toute façon, on va revenir un petit peu plus tard sur la question du jour en fin d'émission. Vous qui nous suivez, vous pouvez conclure, vous pouvez nous commenter sur la page sur le corner en direct. Puis là, maintenant, on va partir en musique. Tu nous dis un mot? Donc on va partir en musique, on va écouter le morceau de Loud, Nouveau Riche. Oh merde, ça va te rester dans la tête. Oups, ça va te rester dans la tête. Ça va te rester dans la tête. Oh merde, ça va te rester dans la tête. Oups, te rester dans la tête. Rester dans la tête. Oh merde, rester dans la tête. Rester dans la tête, coupe ça, rester dans la tête. Ça va te rester dans, on rap ça, overdose, kick it on. Rester dans la tête, coupe ça, Hey, vous écoutez toujours sur le corner en direct, sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis toujours en compagnie de Karen, de nos chroniqueurs, de nos invités. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va avoir
DJ Motorius, on va avoir Bakary Sako, on va avoir Sébastien Freak Stewart qui va venir nous parler de ses projets aussi. On va avoir un DJ set exclusif de ma main DJ Sonar, un DJ belge, parce qu'on n'aura pas de cypher aujourd'hui. Donc on a une performance d'un DJ de Belgique que moi je connais depuis très longtemps, qui est DJ depuis 89. Et, qui nous a fait un DJ, qui nous a fait un DJ set exclusif, c'est ça. On en parlera tout à l'heure un peu plus. Puis voilà, là on va partir tout de suite en entrevue. Alors notre prochain invité est déjà à table. DJ Motorius, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci à vous, merci. Je vais quand même faire un petit résumé. Enfin, pour moi, c'est impossible que si quelqu'un a été à Montréal et que t'es sorti ou que t'écoutes un peu de musique, c'est impossible qu'il soit passé à côté de ton nom. Honnêtement, moi, je suis même pas de Montréal et je connaissais ton nom, j'avais déjà vu. Je pense même déjà être sorti à des soirées où c'était toi qui étais derrière les platines. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Comment toi, tu voudrais te présenter? Tu peux nous le dire? Je suis un amoureux de musique qui a eu la chance de pouvoir s'exprimer en premier en tant que DJ. Et comme n'importe quelle finalité d'amoureux de musique, j'ai d'autres produits. Là, j'ai la chance de pouvoir, je peux dire même le blessing de pouvoir matérialiser tout ça en chansons et de ne plus seulement chanter dans les micros pendant les soirées. Et surtout de laisser ma marque derrière moi. C'est clair. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu avais déjà fait quelques sons avant, non? Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet spécial. J'avais eu des petits délires, je peux dire. Plus. C'est quand tu trempais ton doigt dans la piscine pour voir si l'eau si l'eau était bonne. C'est ça. Exactement. Et ce qui m'a amené à faire ça, c'est simplement l'amour pour la musique. À un moment, tu peux plus passer à côté. Tout simplement. C'est ça. Tu te réveilles, tu as des sons. Tu te couches, tu as des sons. Tu entends des sons, tu as envie d'en faire, tu rentres chez toi, tu as la rage d'en faire. Et tout le monde dit Amen, yes. C'est ça que je me demandais, tu sais, comme mettons, c'est comme un parcours, tu sais, je sais pas ton parcours en tant que DJ, mais moi ça me semble un peu le chemin naturel quand t'es DJ, d'un moment tu joues les tunes des autres puis t'ambiances le monde avec les tunes des autres. Je trouve qu'il y a un moment où... Moi j'ai une anecdote, je suis né en Côte d'Ivoire et la première fois que je suis reparti, j'étais vraiment dépaysé. Ça faisait 11-12 ans, j'avais pas revu chez moi. Puis je suis arrivé quand même assez jeune au Canada. Puis la première chose qu'on m'a dit, c'est dans le fond, toi, t'es DJ, mais tu sers à rien. J'ai fait pardon. Ça retourne quand même la veste. C'est clair. J'étais comme, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Puis j'adore mon peuple. Franchement, les Ivoiriens, tout le monde sait qu'on est spécial. Des shout-outs, la fête. Et c'est simplement parce que c'est naturel pour eux qu'un DJ fasse de la musique et ait ses propres morceaux. Et le fait que moi, j'en avais pas encore, on me taquinait comme ça. Comme parce que tu jouais juste ceux des autres, exactement, dans le fond. Là, c'était on me taquinait, c'est quand que tu auras tes sons. Mais ça a été peut-être une façon de comme, te primer puis de booster à passer ce step-là, c'est ça, parce que grâce à ça, maintenant, tu sors des prods. Moi, je voulais voir avec toi, comme justement, tu sais, comme comment... un DJ en vient à faire ses propres morceaux, ses propres productions. Après, là, tu viens à moitié d'y répondre déjà, tu sais. Je pense par ton chemin de vie que ça s'est fait. Moi, pour moi, mixer, c'est de l'art. Ça veut dire, de toute façon, on crée de la musique avec la musique des autres. Et les DJ très techniques vont même parfois jouer avec les mots entre les chansons. Comme tu entends une phrase ici, tu continues avec une autre. Donc, on est en constante création. Et grâce à Dieu, certains ont la chance, comme moi, de soit développer l'expertise personnelle ou bien d'être bien entouré pour pouvoir créer des produits de qualité comme la dernière chanson qu'on a eue. Non, mais c'est clair que c'est un travail et c'est un art parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent justement qu'être DJ, c'est juste « Oh, je vais arriver, je vais mixer les chansons », mais faut que tu puisses... C'est toi qui décides le mood, c'est toi qui décides comment les gens vont être... Tu peux vraiment carrément décider, c'est par rapport à l'histoire de tout à l'heure, l'anecdote, tu peux carrément décider si la fille va aimer le gars. Où le gars va partir avec une fille ou pas. Non, c'est clair, c'est toi qui as le crowd control. Là. C'est comme c'est toi qui gère le... Oui, et puis tu peux changer aussi le côté... Il y a des personnes qui viennent très tristes et qui repartent chez eux tellement heureux, ils sont prêts pour commencer la semaine de meilleure humeur, avec une meilleure énergie parce qu'ils ont passé une bonne soirée. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose que je pense il faut pas comme minoriser, tu sais, comme dans le sens l'impact que ça peut avoir dans une soirée, un vrai bon DJ ou un DJ, c'est un docteur, hein. Ça change tout là. Comme tu disais, un vrai bon DJ va connaître ses tunes au point où il va pouvoir comme faire des réponses entre les différentes tunes, va pouvoir faire des liens aussi, mettons
jouer des tunes, faire des associations par, je sais pas moi, par quartier, par, tu sais, tu peux faire une séquence Queensbridge, puis tu vas jouer du CNN, du Mobb Deep. C'est comme connaître ce que tu joues, puis connaître ton contenu qui va faire la différence avec les musique, autres. Moi, je trouve c'est mystique. On a tous une chanson pour nos moments dans la vie. Et c'est aussi profond que ça, tout simplement. Donc, si tu es quelqu'un, puis tu sais comment créer le mood pour la personne, ça n'a pas de prix, quoi. Non, je trouve ça cool. Puis, je me demandais, comme, personnellement, pour ta part, est-ce que tu as une équipe avec toi? Est-ce qu'il y a comme un label derrière? Est-ce que tu fais tout seul? Parce que c'est quand même vraiment hot. Ton dernier clip est vraiment beau, remarquable. Tu sais, l'image est magnifique, comme... Je pense il faut en parler. Je sais pas, pour les gens, aller voir le clip de DJ Motorius qui est sorti, je pense, début octobre. Et ben ça, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu es tout seul? Je suis en indé. Okay. C'est-à-dire, mon label s'appelle Awa Records. Okay. J'ai la chance en ce moment de collaborer avec 31 East, qui est une très belle maison de production avec justement à l'intérieur Neo Wide, qui est l'équipe de coproducteurs avec qui j'ai fait la tune. On a été blessé par la voix magique de Mandy, dont tout le monde d'ailleurs me demande c'est qui, elle est où. Oui, elle existe, oui, elle est ici, et elle a d'autres chansons. Donc c'est une fille de Montréal, là, tu nous confirmes. Elle est ici, elle est à Montréal. Okay. Et c'est un talent, moi je dirais plus canadien avec ses influences étrangères. Mais Mandy a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a d'autres tunes. Puis je suis vraiment content du retour de Last Night à date. Donc on est en indé, mais j'ai la chance de collaborer avec 31 East et d'autres labels. Mais en ce moment, principalement, le projet est avec 31 East. C'est ça, pour les gens qui n'ont pas encore vu la vidéo de DJ Motorius, on a comme une vidéo avec des gros moves de danse, une grosse influence dancehall. Big shout out à Andy Michel. Big shout out à Andy Michel. Big shout out à Trembles Dancers. Parce que la scène de la danse m'a supporté à 1000% pour cette vidéo-là. Ça se voit dans la vidéo, je pense. C'est des gros noms de la danse, il y en a. Et pour tous ceux qui checkent sur Instagram, il y a Nikki C'est la vie qui est le modèle, la fille principale du clip. Je sais que vous voyez très bien c'est qui. Donc de toute façon, on va pas en dire plus, on va partir avec la chanson, on va l'écouter tout de suite. C'est Last Night, c'est ça, en featuring avec Mandy et Neo Wide. Exactly, check it out, Last Night. Hey, vous êtes toujours sur le corner en direct sur CIBL 101.5 FM. Ce qu'on vient d'écouter, c'était le morceau de notre dernier invité, DJ Motorius, Last Night, en featuring avec Mandy et Neo Wide. Là, on enchaîne direct avec notre prochain invité. Donc, je vais faire une petite présentation rapide. Notre prochain invité est un combattant de MMA, pas comme les autres. Il a passé une enfance au Sénégal, un passage par l'armée, une passion pour les arts martiaux et la musique. Faites du bruit pour notre prochain invité, Bakary Sako. Yeah. Comment ça va, Bakary? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu voudrais ajouter des choses à ta description? Comment tu te présenterais, toi, pour les gens qui ne te connaissent pas? Bon, en fait, je dirais que je m'appelle Bakary Sako, je viens du Sénégal. L'Africain, le Black Panther, le combattant, la personne douce qui est l'extérieur aussi. Donc, en fait, je suis venu ici pour juste les compétitions au Canada. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des arts martiaux depuis à l'âge de 3 ans. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec le taekwondo, capoeira, kickboxing. Après, au fur et à mesure, 14 ans, 15 ans, ça passe, Muay Thai. On fait plein de mix basés sur 6 arts différents. Donc, en fait, au début, je ne le prenais pas comme... Ok, pour moi, c'était pour jouer. Après, à un moment donné, mon père m'a amené faire des compétitions, lutte gréco-romaine, ça arrête pas. À un moment donné, je suis tombé en amour. Donc, c'est ça. Et c'est vers quel âge, justement, que tu es tombé en amour avec... Avec les arts, je peux dire... Quand on le faisait dans notre quartier, le monde faisait plus la lutte gréco-romaine. Donc, en fait, je me cachais pour aller faire la lutte gréco-romaine qu'aller faire des taekwondo ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, 7 ans, 8 ans, je vois les gens de mon quartier commencent à aller faire des compétitions. Ils reviennent avec des médailles. Tu t'es dit, je veux ça, moi aussi. Moi aussi. Ok, c'est la lutte gréco-romaine, oui, tu vas participer, mais tu n'as pas de médaille. Tu vois, à un moment donné, j'ai dit, ok, là, c'est le moment maintenant. Il faut que j'inscris. Le premier tournoi que j'ai inscrit, c'était à Thiès. Sénégal, Thiès. C'était Belabé. Et c'était super. Je suis allé jusqu'en finale, mais j'avais perdu. Donc, mais quand même, au moins, j'avais une médaille. C'est bon.
tellement content que j'ai dit, OK, maintenant, c'est le moment de concentrer sur ça et continuer sans arrêt. Et justement, ça t'a mené à ton combat. Le dernier combat, c'était quand déjà? C'était le 14 octobre passé avec Blake Nash. Combat que tu as fini en 1 minute 30. 1 minute 30, décris-nous ce que tu as fait là. C'est juste fou, là. Comme... on va diffuser des images un petit peu dans les vidéos, mais comment t'as finish le gars au bout d'1 minute 30, premier round? En fait, tu sais, les combats, moi je me dis, je les prépare pas. J'agis tout le temps avec mon instinct sur place même. Parce que pour moi, c'est impossible de préparer quoi faire. Donc quand on est arrivé, je sais que le gars, c'est un gros wrestler. Il fait la lutte comme il faut. Ouais, donc, il est big, il est énorme. Donc je me disais, OK, je sais qu'avec son poids, il était comme... Tu savais qu'au sol, ça allait être difficile là, avec lui là, que ça a été Oui, non, même pas difficile au sol parce que j'ai des partenaires qui sont vraiment solides au sol. Là, je te le dis, Biff, 265 livres, mais en plein muscle. Ça veut dire, et j'arrive à me relever sur ça, mais je me disais juste comme long terme, c'est pas bon non plus. Tu peux être plus fort sur terre, mais si jamais tu fais des choses répétitives à la longue, à chaque fois la barre va baisser de petit à petit. Et non seulement la manière que je me suis entraîné, c'était pas pour venir faire autant de rounds ou quoi que ce soit. Moi, je me disais comme juste tout simplement, regarde, que ça soit c'est A ou B. Pour moi, aller se battre, c'est deux choses qui existent pour moi. Je te gagne ou tu me gagnes. Et pour me gagner, il va falloir que tu donnes tout. Donc, surtout là, présentement, vous voyez pas, mais Bakary fait environ 2 fois ma taille, donc c'est sûr que je devrais donner grave pour pouvoir gagner. Là. Donc en fait, on s'est accroché le premier. J'ai commencé avec un jab, on a déplacé, je vois ses déplacements et je me dis, OK, lui c'est sûr qu'il va me rattraper. Le temps que j'ai fini de passer, il m'a tenu direct. Il m'a amené au coin, OK, ben, je suis en train de le diminuer petit à petit, je le frappe à coin de l'œil pour qu'il n'agisse pas ses mouvements. Tout le temps, je le dérange, après l'arbitre nous sépare. Mais il ne voyait pas la distance parce que pour lui, comme je suis quelqu'un de grand, le reach doit être comme vraiment une distance pour que je lève mon pied. Et par contre, je peux te dire qu'au taekwondo, ici, au centre Claude Robillard, tout le monde me connaît, que ce soit la distance est proche ou pas loin, non seulement je lève ma jambe comme je veux. Non, mais je l'ai vu sur la vidéo, là, c'est comme sur un gros retourné. Là. Exactement, donc je l'ai même modifié. Normalement, un spin kick, ça sort pas comme ça. Tu vois, donc j'ai regardé la distance, c'était comment, ça m'arrangeait pas ou ça m'arrange pas, mais je savais que si je lance, avec la réaction qu'il va réagir, il va essayer de reculer. Tu t'es dit ça passe ou ça casse, mais si ça passe, il y a moins de le coucher là-dessus. Même s'il levait sa garde, ça va la ramasser. Parce que j'avais fait pareil au niveau Brunswick aussi, c'était pareil. Le gars, il avait la garde levée, mais quand je l'ai ramassé, il couche direct à terre. Et justement, comment tu te prépares pour ton combat qui est le 8 décembre au Centre Bell, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi? C'est pour la ceinture, c'est ça? Ouais, exactement. Poids lourd? TKO. C'est pour la ceinture de TKO poids lourd. Donc, en commençant, je vais commencer avec Atim. Il est toujours là pour moi, il est toujours là pour les entraînements. Exactement, il est toujours là avec moi, toujours là. Et Didier, Caro, Cher, Ouz, mon frère, tu sais, tout le monde est là, quoi, tu vois. D'ailleurs, comment on fait si on va avoir des tickets? Combien c'est les tickets si on va aller voir au Centre Bell? Les tickets sont déjà disponibles actuellement. Donc, les tickets, il y a des tickets à 81 $ jusqu'à 2500, les tables. Parce que ça se passe au Centre Bell, c'est pas n'importe qui va au Centre Bell pour faire des compétitions. C'est un gros combat. Tu comprends? C'est là où les Georges Saint-Pierre ont passé. C'est ça, c'est dans mes questions justement. Tu sais, je voulais te demander comment un gars se rend à avoir des combats aussi gros comme le Centre Bell. Est-ce que c'est à force de combat? Est-ce que c'est en connaissant des promoteurs? Est-ce que c'est un travail, tu sais, comme plus un travail, mettons, de management ou un travail où sur le ring, il faut vraiment donner fort puis c'est comme ça que ça marche là? Moi, comme j'ai dit, et je le dirai toujours, même le jour que je vais perdre, ce combat, quand c'est fini, tu vas dire non, il a gagné. Parce que moi, je me dis, pour aller battre dans des endroits que tout le monde va dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que moi, lors de mes combats, je ne suis pas une personne qui est là pour faire le clown ou bien qui blague. Donc, je donne à 100%. Et si tu vois, parmi les poids lourds, il n'y aura pas aucun poids lourd actuellement qui est capable de faire les mouvements que je fais. Donc ça demande vraiment l'entraînement, ça demande beaucoup de préparation. 3 fois d'entraînement par jour. 3 fois par jour? Ouais, 3 fois par jour, tu as des 2 heures, ça fait 6 heures par jour. Ça me ramenait à une autre question qui était comme, à quoi ressemble une journée type d'un sportif comme toi? Mettons, quand tu te prépares pour un combat, tu es là, tu es en train de me répondre, là, mettons 3 entraînements par jour de 2 heures. Ouais, c'est relaxé.
Et puis, est-ce que tu as, mettons, des régimes alimentaires spécifiques pour avoir les combats Comment son ami rigole, rigole. Moi, je peux te dire que j'ai un don de Dieu. Ça veut dire que les génétiques aussi, ça joue beaucoup. Donc, en fait, en plus, j'ai passé dans l'armée, donc j'ai fait une formation militaire. Donc, c'est pas question de quoi manger, il faut... Parce que moi, je me dis, plus que j'avais déjà commencé à faire ça, mais je pouvais pas rester debout. Moi, je suis quelqu'un qui mange tout ce que j'ai envie de manger, mais je sais que quand c'est le moment de le dépenser, il faut le dépenser dans l'entraînement. C'est ça. En fait, il y a des choses que je crois pas, c'est pas que je crois pas, mais je suis pas né dans un pays que le monde y croit ça. Regarde les lutteurs sénégalais, comment ils pèsent. Ils sont immenses. Et tu penses qu'ils ont des jets ou quoi que ce soit, mais non, même pas. Et dis-moi juste avant qu'on conclue, comment ça se passe justement avec ton école? Tu as une école qui s'appelle Commando Élite? Ouais, Commando Élite, c'est longue histoire. Longue histoire, parce qu'au début, quand je suis arrivé là, bon, c'était trop dur d'aller dans les autres écoles, parce qu'en fait, tu te présentes devant les coachs, ils voient comme... Le monde, ils sont pas fous. Ils voient comment tu fais tes affaires. Ok, ça commence à faire un peu de doute entre eux, que les chicanes commencent, blablabla. Je me dis, mais pourquoi, avec toutes les dames que j'ai, pourquoi je ne vais pas aller continuer faire mes... Donner tes propres cours? Non, passer mes dames avant. J'allais passer mes dames avant. J'étais à Black Panther Laval. C'est vrai que ton nom c'est Black Panther. Exactement, c'est à Black Panther Laval, c'est comme ça, je continue à faire mes formations, continue à participer dans toutes les compétitions qui existent, que ce soit Aikido, quoi que ce soit, je participe. Même si je ne fais pas cet art-là, je participe. Et c'est quoi les disciplines que tu proposes justement chez Commando Élite? Commando Élite, moi je peux te dire que la plupart du monde qui s'entraîne là-bas, c'est du monde qui font des compétitions. Ok. Mais par contre, on a des cours à donner là-bas, des cours de remise en forme. Ok, donc si quelqu'un veut juste... Côté militaire, vraiment, c'est vraiment intense. Ah ouais, et c'est combien les prix? Par exemple, si quelqu'un veut participer à la remise en forme, il dit, ok, moi je suis out of shape, je veux me remettre un peu en forme. Exactement. C'est combien le prix? En partant, on le fait pas pour l'argent en partant. Comme je le dis, c'est quelque chose que je suis vraiment tombé pour l'amour des arts martiaux. Exactement. Donc les cours de remise en forme, on chargeait $100 par mois, 3 fois par semaine. Tu as des cours de 2 heures. Ok, ça va. Ça, c'est pour aider le monde qui veut perdre. Tu comprends? Donc, c'est juste pour remplir ma journée, qu'est-ce que je dois faire exactement. Et je suis avec là-bas Marcus, coach Marcus aussi. Ouais, on était avec là-bas avec un team. Il y en a des jeunes aussi qui viennent, des enfants qui viennent pour apprendre le wrestling. Ils le font avec un team. Les autres, ils font du Muay Thai avec Marcus. C'est un ancien aussi des MMA, de TKO. Ouais. Bah, le temps nous presse, donc est-ce que tu peux nous laisser le numéro de téléphone justement si quelqu'un veut s'inscrire pour l'école justement Commando Élite? Ok, pour s'inscrire, il faut appeler sur 438-990-2753. 438-990-2753. Et le combat, si on veut les tickets, donc pour la ceinture, le 8 décembre, le combat au Centre Bell. Les tickets sont là. Vous allez sur Facebook, vous allez le trouver là-bas. Vous pouvez aller sur mon Facebook, ou bien vous pouvez aller sur le Facebook de DJ. Bakary, ou bien même, de toute manière, je vais laisser Hatim, il va parler sur ça, parce que les tickets, c'est lui qui va gérer tout avec DJ. Ok, alors Hatim parle rapidement parce qu'avant qu'on parte avec la chanson. En fait, c'est ça, les billets sont déjà en vente pour le combat. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours soit aller, comme il a dit, sur Facebook pour se procurer des billets, ou sinon ils peuvent directement me rejoindre moi au 438-722-3597. 438-722-3597. Et c'est ça, les billets, comme il a dit, c'est entre $80, ça va jusqu'à $2500 pour une table. Puis une table, c'est de 8 personnes, c'est bien. Mais la plupart des billets sont tous bien placés. Les TKO prennent vraiment bien soin de Bakary, tout est bien placé. C'est bon, moi j'ai comme une dernière mini question, c'est comme vite fait, est-ce que tu as comme un mentor ou des influences? Tu parlais tantôt de Georges Saint-Pierre, qui est comme je pense une référence dans les sports de combat ici au Québec. Est-ce que tu as comme des gens comme ça que tu pourrais me donner un nom un mentor ou quelqu'un que tu respectes vraiment dans le niveau, tu sais, comme UFC, comme circuit mondial? Je peux te dire, tu vois le ceinture blanc qui va être à mon école ou bien le ceinture blanc qui va être dans d'autres écoles, je le respecte. Tu sais pourquoi? Parce que pour faire les arts martiaux, c'est pas facile. Ça demande concentration. Et cette concentration, si tu l'as pas, tu peux pas rien faire devant la personne. Donc je respecte que ce soit n'importe qui est prêt à mettre un short ou bien un dos-bag des arts martiaux. Je respecte.
Ok, c'est bon. Moi, c'est vraiment j'aime ça. En tout cas, le débutant ou pas le débutant. Dans le fond, toi, tu penses que tant que tu le fais pour les bonnes raisons, tant que tu es capable de dire je vais sur le ring, puis parce que j'aime ça, puis pas pour gagner ou pour mettre non, amuser. Les arts martiaux, c'est basé sur ça. Regarde le monde qui ont fait le Wing Chun, le Tai Chi. Non, c'est beaucoup dans la tête, t'as raison d'en parler, c'est pas fait pour montrer que tu es le bad guy. Non, c'est le moment d'amuser, on s'amuse. Et ça passe, voilà. C'est cool. Ben merci en tout cas, Bakary, d'être venu nous voir, nous parler de ton combat. On est derrière toi là pour le fight le 8 décembre. On est grave avec toi. Merci beaucoup. Et de toute façon, tu as un bel avenir devant toi, c'est clair et net. Et juste avant, on va partir avec la chanson que tu as choisie. Tu as choisi Ismaël Lo. Ismaël Lo, ouais, Africa. Et pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Ça touche beaucoup. Ça ressemble que l'union fait la force. Et dans cette chanson-là, il parle de la paix. Et en faisant des arts martiaux, il faut avoir ces trois-là. Sociable, la gentillesse, la paix. C'est très important. Et il parle de ça, il parle de réunir, être ensemble, que ce soit le Caraïbien, l'Africain, le Chinois ou qui que ce soit. Il faut juste qu'on soit unis, exactement, et proposer la paix pour tout le monde. Bah, c'est parfait, merci beaucoup d'être venu. On va partir avec Ismaël Lo, Africa. Vous êtes toujours sur le Corner en direct sur CIBL 101.5 FM. On vient d'écouter Ismaël Lo avec le son Africa. On va s'en aller tout de suite en pub et on revient avec notre dernier invité, Sébastien Freak Stewart. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Hey, on est de retour sur le Corner en direct, CIBL 101.5. Alors, on est en présence de Sébastien Freak Stewart, qui sera notre dernier invité, qui est donc un designer graphique. Yes. Je pense que beaucoup d'entre vous de la scène montréalaise doivent le connaître parce qu'il a fait beaucoup de couvertures, de covers pour beaucoup du rap game québécois, mais aussi pour des grands noms du rap game américain comme Ojimako, Gucci Mane, on a vu du Brick Squad, du MMG, du Coke Boys. Donc voilà, on a un gros invité aujourd'hui avec nous dans le studio. Merci d'être venu. Shout-out à toi, merci. Merci à vous pour l'invitation, c'est super apprécié. Il est de passage sur nos ondes pour pouvoir nous parler de son livre qui va sortir dans quelques jours. Le lancement c'est mercredi, je pense. Exact, mercredi. Donc son livre qui s'appelle I Got You Covered. Got You Covered. Puis, livre que j'ai déjà entre les mains, je suis passionnée par le truc là, j'essaie d'être concentrée sur By the way, le nom est très dope. Le truc est vraiment nice, vraiment nice. Et donc c'est le 1er novembre, c'est où déjà l'endroit où c'est au Nestor, dans la Plaza Saint-Hubert. J'ai pas l'adresse. Mon boy ici a l'adresse. 6289 Plaza Saint-Hubert. Exact. C'est de 7 p.m. à 10 p.m. Ok, parfait. C'est certain que, tu sais, moi, ça me fait me demander c'est quoi ton parcours pour te retrouver, mettons, à faire des aussi dope covers pour du monde aussi dope. C'est clair. Parle-nous déjà, un peu comment ça chemin. se fait? Comment tu fais pour être contacté? Qu'est-ce qui a commencé? C'est ça le plus fou, c'est les gens le contactent non-stop. Je vois que tu mets des messages de ça. En fait, j'ai quand même j'ai débuté humblement comme avec des artistes de la scène ici. Parce que moi, à la base, en 2006, j'étais photographe pour HHQC. Fait qu'ils m'envoyaient comme 3-4 événements par semaine. Donc, je couvrais les événements, je prenais les photos. Puis, comme ça, j'ai vraiment rencontré comme tout le monde de la scène. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé, photographe. Là, ensuite de ça, j'ai commencé à gérer les artistes puis organiser les événements moi-même. C'est ça, donc 1523 qui est exact, 1523, c'est ça, c'est un peu tout ce que je faisais, je regroupais ça sous le nom de 1523. Non, on a reçu Gibré. Ouais, exact, Gibré, exact, ces gars-là. Puis non, c'est ça, fait que quand c'était le temps de venir pour faire le graphique de mes gars, ben je les faisais moi-même. Puis tu sais, moi je work avec Photoshop depuis que je suis haut comme ça, tu sais, quand j'étais petit, genre je designais comme... Putain, moi j'ai pris des cours à l'université, j'ai drop le cours carrément. Non, en fait, j'ai même pas étudié, c'est vraiment comme autodidacte, puis... Non, c'est ça, quand j'étais petit, je jouais là-dessus. Puis après ça, c'est revenu que j'ai eu besoin de faire du graphique. J'étais déjà à l'aise avec ça. Puis quand j'ai commencé à faire des pochettes d'albums, je suis vraiment tombé en amour avec ça. Okay. Puis, tu sais, j'ai comme réalisé plus tard que quand j'étais jeune, j'étais vraiment, comme j'explique dans mon intro, j'étais vraiment en amour avec les pochettes d'albums. Tu sais, je me souviens, mon père avait une grosse collection de vinyles. Puis j'étais juste comme assis dans le divan, assis sur le tapis. Puis je regardais les vinyles. Puis j'étais comme... hypnotisé par les covers, tu sais, puis les covers de pop, de rock, de disco, tous les genres, puis j'étais vraiment comme, je tripais sur les covers. Puis comme cette passion-là est revenue plus tard quand j'ai commencé moi-même à designer les covers.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à designer des covers. Puis ensuite, si on parle des plus gros noms, j'ai travaillé avec aux États-Unis. Ben c'est vraiment au travers le networking. Je veux dire, c'est tellement, on est en 2017 avec l'internet. Tout va vite. Je veux pas dire que c'est facile, mais si t'as quand même un peu de jugeote, puis tu sais comment bien approcher les gens, tout est possible vraiment. C'est ça, ouais. En 2017, c'est comme il faut être bon dans ce que tu fais, plus avoir une bonne communication, puis être bon un peu sur les internets et puis les réseaux sociaux. Là, faut être prêt s'il y a l'occasion qui se présente. Faut pas que tu sois, souvent il y a des covers que j'ai fait, c'est les gars ils m'ont dit comme ils ont un message, j'aurais besoin d'un cover là. Ouais. On veut sortir le single dans 3 heures, puis c'est comme ok, cool, il faut que ça marche, tout va tellement ça arrive tellement souvent ça. Tout arrive tellement vite que faut que tu sois prêt, puis I guess j'ai pas de vie, fait que c'est fait que je suis toujours devant mon ordi, ça c'est comme quand ça arrive l'opportunité. Puis non, c'est ça, aussi l'année passée, j'étais à Atlanta pendant un mois. Donc j'ai networké aussi un peu là-bas, j'étais à la convention HRC. C'est bon ça. C'est ça, je voulais que tu nous parles justement de ton expérience là-bas parce que moi j'ai vu des photos via les médias sociaux, puis ça avait l'air de comme avoir des grosses affaires. Je t'ai vu en studio avec des gros noms de là-bas. Puis ouais, mais là, il y a tant de choses à dire, j'imagine. Tu me dis un mois. Je pensais pas que t'étais allé si longtemps, genre un mois. J'imagine que tu dois en avoir des histoires là. Ah, quand même, mais c'est. Moi, je vais à l'Atlanta pour les strip clubs, uniquement pour ça. J'ai même pas frappé le strip club. C'est fou, hein? Vraiment? Oh non, blasphème. J'avais cédulé d'aller au. C'est quoi, c'est Magic City? King of Diamond ou Magic City? Non, King of Diamond, c'est Miami. C'est Miami. Magic City. Puis non, le jour que j'avais cédulé, finalement, j'étais en studio avec des gars. Donc, non, ça là-bas, j'ai vraiment, j'ai studio hop. En fait, j'ai rencontré un DJ producer à Montréal, Kino Beats. Puis quand j'étais là-bas, on a relink up, puis on a juste studio hop, puis on m'a rencontré toutes dans les studios, dans le studio de Rich Omiquan, plein de personnes. J'ai rencontré vraiment plein de noms là-bas. C'est clair, Atlanta. Donc, c'est fou parce que tu peux arriver dans un studio, puis il y a comme plusieurs studios principaux. Les gros studios, on a peut-être 5, 6, 7 qui sont vraiment principaux. Puis tu peux pas rentrer là, n'importe qui peut pas rentrer là. Il faut vraiment que tu aies une invitation pour aller là, parce que sinon tout le monde va aller là pour essayer de. C'est clair. Mais vu justement, je connais. Non, mais c'est ça, c'est carrément le monde, ils vont juste chiller là. Puis, en tout cas, fait que c'est ça, fait que quand j'ai réussi justement à me faire inviter là, puis on y était. Tu peux avoir comme Future qui rentre, tu peux avoir comme n'importe qui. Ça doit être fou. Puis les sessions, c'est enragé. Parce que c'était comme il book plusieurs producers. Puis le producer, il arrive, il plug son laptop, il fait jouer des beats, puis t'as peut-être 20 rappers dans la salle, puis c'est comme, OK, moi j'ai un hook là-dessus, moi j'ai un verse. Il wreck. Tu sais, c'est rapide, les gars, ils niaisent pas, c'est pas... Tu me fais rêver, là, je suis comme en train de t'écouter comme, j'ai plugué mon laptop là. Ils niaisent pas, les gars, le producer fait jouer chez beats, 5, 6, 10 beats. Là, les gars, ils font des wrecks et des hooks. Fait que là, c'est sûr que t'as plein de featuring des gars d'Atlanta ensemble, parce que tous les gars sont en studio, puis tout le monde sont cool avec tout le monde, tu sais. Puis c'est ça que les gars me racontaient, c'est drôle, ils me disaient comme... Tout le monde est cool avec tout le monde parce qu'on a toutes des mitraillettes. Puis c'est dans le studio, tu vois, les gars avaient tout le morceau en dessous du chandail, puis fait que tout le monde est cool avec tout le monde parce qu'ils savent que s'ils sont pas cool. Exact. Fait que tu sais l'ambiance, t'as l'impression que c'est tense, mais c'est vraiment cool, puis fait que c'est comme ça que j'ai fait quand même beaucoup de contacts aussi, puis c'était vraiment l'expérience. C'est ça. Puis moi je voulais savoir aussi comment tu sais, donc on en a parlé, t'as design des covers pour Ojimako, Gucci Mane, Rick Squad, MMG, Coke Boys. Comment, donc en faisant toutes ces covers, tu fais ton chemin, puis après comment t'es venu l'idée de mettre ça dans un livre, puis comment t'as réussi à amener ce projet au bout, tu sais, comme à concrétiser. Est-ce que t'as quelqu'un derrière toi? Est-ce que t'as tout fait tout seul en autofinancement? Tout ça, mes questions sont en fait, c'est ça revient encore quand j'étais à Atlanta l'année dernière. Je m'avais fait une version de ce livre-là, mais un peu plus slim, avec comme, j'ai peut-être 20 covers là-dedans. Puis j'ai amené ça là-bas, puis tout le monde là-bas était comme « Oh, that's dope, j'en achèterais un. » Puis quand je suis revenu, puis je l'ai montré comme au moment, tu devrais en faire une version avec plus de covers, puis genre j'en achèterais un parce que c'est vraiment dope, tu sais, puis tu laisses ça genre sur le bord de ta toilette, sur ta table de cuisine, puis c'est cool à regarder, puis c'est super cool. D'un sens, ça fait mon portfolio, puis tu sais, c'est cool. C'est la bonne promo, puis non, j'ai auto-financé ça moi-même. Je suis quand même. Ce qui est vraiment cool, justement, c'est quoi? Parce qu'on parlait des vinyles et tout, c'est que comme maintenant, tu sais, les CD, tout ça, ça se vend plus, mais genre l'art
comme ça, là, genre, les gens gardent quand même cette passion-là pour avoir des belles covers, des belles trucs. C'est vraiment une chance que ce soit pas perdu, puisque, genre... Mais c'est plus important que jamais, je trouve, parce que maintenant, tu vas sur les blogs, sur les websites, sur les streaming sites, tu vois le cover, le artwork avant d'entendre même la chanson. Ouais, c'est vrai. Tu sais, sur les sites que je vais regarder, je vais écouter la musique, tu sais, je vois tous les covers, puis souvent, je vais cliquer sur le cover que je trouve le plus beau pour écouter la chanson. Ça revient même, tu sais, au côté du vinyle dont on parlait tantôt. Moi, ça m'arrivait d'écouter des vinyles juste pour le cover. Ah, 100%. Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais au Music World, au HMV, puis j'achetais les plus beaux covers. Non, mais je connaissais pas la musique, puis j'achetais les plus beaux covers. Je me disais, le cover est beau, ça doit être bon. Un cover dope, ça peut pas être mauvais, tu sais, c'est comme... Carrément, je me fie vraiment, je juge pas un livre par la couverture, mais moi, c'est complètement le contraire. On va revenir, parce qu'on t'a donné un choix aujourd'hui d'écouter une chanson. Ouais. T'as choisi 2 Chainz. 2 Chainz, c'est mon gars. Moi je l'aime trop, 2 Chainz. Ouais, non, 2 Chainz, c'est... Et pourquoi t'as fait ce choix-là? Pourquoi 2 Chainz? Moi, je te dirais que c'est mes 3 artistes fétiches, un peu, c'est Gucci Mane, 2 Chainz, Young Thug. Gucci Mane, elle derrière là. Non, c'est ça, puis Fork, c'est juste... Oh non, je dis toujours que ça va être la chanson que je veux qu'ils jouent à mes funérailles, tu sais, parce que j'adore cette chanson, j'adore l'énergie de 2 Chainz, I don't know, alors 2 Chainz représente tout ce que j'aime du rap. Ouais, moi aussi ce que j'aime de son côté, c'est que il y a des gens s'ils connaissent pas vraiment l'artiste, ils vont dire il fait juste un petit rap comme ça, mais le gars est tellement intelligent, il s'exprime super bien. Ce qu'il fait, j'aime ça. Là, il gère sa barque comme un maître là. Puis moi j'ai aimé ça, 2 Chainz. Je sais plus comment c'était le nom de quand il a fait le débat télévisé sur le cannabis. Il a été comme vraiment. Alors, l'autre madame s'est sentie bien niaiseuse. Il s'attendait pas à ça. Il a tellement l'image du petit rappeur qui connaît rien. Grave. Elle a essayé de l'attaquer sous tous les côtés possibles, imaginables, avec les plus grosses armes qu'elle pouvait. Et à chaque fois, il la mettait à terre en argumentant comme un chief. C'était comme respect. Non, c'est ça. Puis aussi, il y a 2 Chainz aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est le work ethic. Si tu connais, c'est vraiment ce gars-là, il travaille. Il est on tour. Entre 2 shows, il est au studio, il va rec une émission, il travaille, il fait que toujours travailler, puis c'est un work ethic que je m'inspire beaucoup aussi de Gucci Mane, c'est pareil, c'est des gars qui travaillent toujours, sont toujours en studio, ils vont enregistrer 13 tracks par jour, puis moi c'est un peu le même work ethic que je m'inspire, que je suis toujours en train de work, puis si j'ai pas de contrat, ce qui arrive très rarement, je vais hit up n'importe qui, j'ai besoin d'un cover, genre je vais te le faire gratuit au pire. I gotta work right now, faut que je fasse quelque chose, parce que faut toujours que tu sois présent, faut toujours que il y a tellement de compétition, faut toujours que tu... Si tu peux pas, quelqu'un d'autre pourra le faire. Exact. Fait faut toujours que tu sois là, puis tu continues à travailler, puis tu mettes du produit out there, t'sais. Ok, on va juste récapituler. T'as le lancement du livre I Got You Covered qui sort le 1er novembre, donc mercredi. Exact. À quel endroit, j'oublie, c'est quoi le nom? C'est au Nestor. Au Nestor sur Saint-Hubert, c'est ça? Saint-Hubert. 89 62 89 Saint-Hubert. Exact. Ok, et là maintenant on va partir en musique avec ton choix, donc 2 Chainz, Fork. Hey, on vient d'écouter 2 Chainz avec le morceau Fork. C'était le choix de notre dernier invité, Sébastien Freak Stewart. Ouais, donc là, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui va arriver? On va partir avec un petit mix. On va y aller avec un DJ mix de ma main DJ Sonar. Sonar est un DJ belge qui a commencé sa carrière en 89, qui a été DJ de groupes notamment comme Orishas, qui est actuellement qui travaille avec l'Exhaleur, mettons, en tournée, etc. Voilà, c'est un set qui s'appelle How Can It Be So Simple? Puis dans le fond, il va nous faire écouter des originaux, puis après ça, nous faire voir le beat qui a été fait avec cet extrait-là. Donc il va jouer avec les samples et nous faire découvrir les morceaux qui ont été faits avec. Voilà, on va y aller en musique, mettez du son, on y va pour une quinzaine de minutes, on se cale bien, on va chercher un verre à boire, on met un peu de volume, et c'est parti. Brrr. Skibidi. Skibidi papa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah!